Séoul, décembre 2023. Le président Yoon Suk-yeol convoque une réunion d'urgence au bureau présidentiel. Pas pour une crise militaire, non pas un choc financier. Il vient de signer un décret pour créer un tout nouveau ministère, dédié à une seule mission, convaincre ses propres citoyens de faire des enfants. La Corée du Sud a déjà tout essayé. Des dizaines de milliards déversés en allocations, en logements subventionnés, en congés parentaux, des campagnes nationales, des incitations fiscales, des garderies gratuites. Rien n'a fonctionné. Le nombre de mariages s'effondre. Les maternités ferment. Dans certains quartiers de Séoul, les écoles primaires n'ont plus assez d'élèves pour remplir une seule classe. Et les statistiques qui atterrissent ce mois-là sur le bureau présidentiel sont les pires jamais enregistrées dans un pays développé. Yoon Suk-yeol prononce alors les mots que peu de chefs d'État osent dire publiquement. Il déclare la démographie de son pays, urgence nationale. La Corée du Sud n'était pas un cas isolé. C'était une répétition. Pour prendre la pleine mesure de ce qui se joue réellement, il faut revenir à une mécanique simple. Une économie repose sur deux piliers. Le nombre de travailleurs et ce que chaque travailleur produit. Quand la population vieillit, le premier pilier se fissure. Moins de bras, moins de cotisants. Et davantage de personnes à charge, retraités, malades, dépendants, qui pèsent sur le second. Les économistes résument ce rapport à un seul indicateur. Le ratio de dépendance. D'un côté, les actifs qui produisent et cotisent. De l'autre, ceux qui dépendent. Jeunes et vieux confondus. Et dans la plupart des économies avancées, ce ratio s'inverse progressivement. Le Japon en est déjà le symbole le plus visible. Plus d'un tiers de sa population a dépassé 65 ans. Sa population décline depuis plusieurs années. Et son ratio de dépendance est parmi les plus élevés au monde. Ce n'est pas une anomalie japonaise. C'est l'avant-garde. La Chine a vu sa population commencer à décroître. Pour la première fois depuis des décennies. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce et dans l'Europe émergente, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a chiffré l'impact. La baisse de la population active pourrait renier environ 0,4 points de croissance annuelle par habitant d'ici 2050, s'il n'y a pas de réforme d'ici là. Ce mécanisme est insidieux parce qu'il est lent. Il ne produit pas un krach en une nuit, il produit une érosion, invisible au quotidien, mais implacable sur une génération. La croissance potentielle recule. Les dettes s'alourdissent sans que les dépenses augmentent. Les systèmes de retraite et de santé deviennent insoutenables, non pas parce qu'ils sont mal gérés, mais parce que la base des cotisants rétrécit. On est amené à se poser ces questions. Tous les pays vieillissent-ils de la même façon? Et les conséquences sont-elles partout identiques? Spoiler, non. La différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui s'effondrent, elle est dans la vitesse, et d'une contrainte que personne n'ose appeler par son nom. Mais on y revient un peu plus tard. Pourquoi certains pays vieillissent et résistent, quand d'autres vieillissent et s'enfoncent? L'explication arrive dans le prochain acte. Mais avant ça, je prends 10 secondes pour vous demander de vous abonner, de liker et de commenter, de me donner votre avis. N'hésitez pas non plus, nous sommes sur les plateformes, à vous abonner et à nous suivre. Je vous remercie et on reprend le fil de l'épisode. Le Japon, la Chine, l'Europe, la Corée du Sud. 4 zones, 4 vitesses. 4 façons de vieillir. Le Japon d'abord. On le présente souvent comme le laboratoire du vieillissement mondial. C'est exact. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'il ne s'est pas effondré. Il a ralenti, profondément, structurellement. Sa croissance est molle depuis 30 ans. Ses régions rurales se vident. Ses finances publiques sont sous tension permanente. Mais la société tient. Parce que le Japon a fait 2 choses simultanément. Investir massivement dans la robotisation et intégrer davantage les femmes sur le marché du travail. Ce n'est pas une victoire. C'est une adaptation sous contrainte. La Chine, elle, a un problème structurellement différent. Elle vieillit vite, trop vite. Des décennies de politique de l'enfant unique ont créé un déséquilibre démographique considérable. La population décroît déjà. Le ratio de dépendance se dégrade. Mais surtout, la Chine vieillit avant d'être riche. C'est le paradoxe que redoutent les économistes. Quand un pays a un revenu intermédiaire vieillit sans avoir bâti les institutions, les systèmes de protection sociale et les capacités technologiques nécessaires pour absorber le choc, et les analyses les plus prudentes estiment que ce ralentissement de la main-d'œuvre chinoise pourrait retrancher d'environ un demi-point de croissance annuelle au cours de la prochaine décennie. Et puis, il y a l'autre camp. Pendant que l'Europe, l'Asie de l'Est et la Chine vieillissent, une région du monde concentre une part croissante des naissances mondiales. Une région que les économistes regardent tantôt comme la prochaine réserve de main-d'œuvre mondiale, tantôt comme un risque géopolitique majeur, mais rarement comme les deux à la fois. Ce basculement vers les populations jeunes, et ce qu'il implique vraiment pour les équilibres économiques mondiaux, c'est le cœur de l'acte suivant. Il y a quelque chose que les projections démographiques ne disent pas franchement. Ce n'est pas que l'économie mondiale va s'effondrer uniformément, c'est qu'elle va se diviser, et que cette division est déjà en cours. D'un côté, des économies riches qui vieillissent, qui manquent de bras, qui financent leur retraite sur une base de cotisation qui rétrécit d'année en année. De l'autre, des régions encore jeunes, principalement l'Afrique subsaharienne, partiellement l'Inde, où la majorité des naissances mondiales auront lieu d'ici la fin du siècle. Les projections des Nations Unies et des travaux du Global Burden of Disease convergent sur ce point. À l'horizon 2100, l'Afrique subsaharienne pourrait représenter un enfant sur 2 né sur la planète. Ce n'est pas une anecdote géographique.
C'est un basculement du centre de gravité économique mondial. Si ces régions parviennent à transformer ce potentiel en capital humain productif, éducation, institutions, industrialisation, alors le 21e siècle ne ressemblera en rien au 20e. Les puissances vieillissantes verront leur poids relatif décliner. Les équilibres commerciaux, financiers, géopolitiques se recomposeront autour des nouvelles réserves de travailleurs et de consommateurs. Si elles n'y parviennent pas, ce potentiel ne devient pas une richesse. Il devient du chômage de masse, de l'instabilité politique, des migrations forcées à échelle que nous n'avons jamais connues. La démographie n'est pas une fatalité, mais c'est une contrainte. Et les pays qui croient que la technologie seule réglera l'équation, sans réforme, sans investissement humain, prennent un pari que l'histoire n'a jamais vraiment validé. Alors quelles sont les réponses concrètes dont disposent les États aujourd'hui? Lesquelles fonctionnent vraiment et lesquelles sont des illusions? On fait le bilan dans l'acte suivant. Les gouvernements ne sont pas sans outils. Ils en ont plusieurs même. Mais aucun n'est une solution totale. Et certains sont des miroirs aux alouettes. Le premier levier, les politiques familiales. Allocations, congés parentaux, garde d'enfants subventionnés, soutien au logement. L'expérience accumulée sur plusieurs décennies montre que ces mesures peuvent atténuer la baisse de la natalité, elles ne les inversent pas. La Corée du Sud en offre la démonstration la plus douloureuse. Des milliards dépensés sur 20 ans. Des courbes qui ont continué de plonger. Parce que la fécondité ne dépend pas que des aides financières. Elle dépend du coût de la vie urbaine, du coût d'opportunité pour les femmes diplômées, des normes sociales. Et ces facteurs ne se décrètent pas. Deuxième levier, l'immigration. Partielle, politiquement sensible et structurellement limitée. L'immigration peut combler des pénuries sectorielles à court terme. Les documents du Parlement européen sont explicites. Sans apport migratoire ciblé, plusieurs pays de l'Union ne peuvent pas financer leur transition écologique et numérique. Mais les migrants vieillissent eux aussi. Et les volumes nécessaires pour inverser un vieillissement structurel seraient politiquement impossibles à absorber dans la plupart des sociétés concernées, générant des tensions qui paradoxalement fragilisent les institutions censées gérer le choc. Troisième levier, et peut-être le plus décisif, celui de la technologie, l'IA, la robotisation, l'automatisation. Voilà le paradoxe central. Dans les pays à démographie dynamique, une partie de l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'IA est parfois perçue comme une menace pour l'emploi. Dans les pays vieillissants, Japon, Allemagne, Corée du Sud, elle est perçue comme une bouée de sauvetage. Dans certains secteurs manufacturiers, la robotisation a déjà permis d'augmenter la productivité de plus de 20%, compensant partiellement les pénuries de main-d'œuvre. Le FMI identifie l'investissement technologique comme l'un des leviers majeurs pour maintenir la croissance malgré le déclin de la population active. Mais ces solutions demandent du capital, des institutions adaptées et elles concentrent les gains, au risque d'aggraver les inégalités intergénérationnelles si rien ne vient redistribuer les bénéfices. Il y a donc deux lectures possibles de cette histoire. La première, le vieillissement est un frein structurel inévitable. Moins de travailleurs, moins de croissance, dettes plus lourdes, systèmes sociaux sous tension permanente. C'est le scénario de la stagnation prolongée. La deuxième, le vieillissement est un catalyseur de transformation forcée. Il oblige à des réformes que les sociétés repoussent en temps normal. Retraite, marché du travail, intégration des femmes et des seniors, adoption technologique accélérée. L'histoire donnera raison à l'une ou à l'autre, mais pas de la même façon pour chaque pays. 3 signaux à surveiller pour comprendre où en est votre pays et votre secteur. Premier signal, le ratio de dépendance de votre marché. Si votre activité dépend d'une main-d'œuvre locale, regardez l'évolution du rapport actif-retraité dans votre zone géographique. Ce chiffre est public, disponible dans les statistiques nationales. Il prédit avec 10 à 20 ans d'avance les tensions à venir sur les recrutements, les salaires et la compétitivité sectorielle. Deuxième signal, le niveau d'automatisation de vos concurrents dans les zones vieillissantes. Le Japon et l'Allemagne ont accéléré leur investissement dans la robotique. Non par choix idéologique, mais par nécessité démographique. Si vos compétiteurs dans ces zones adoptent massivement l'IA ou la robotisation, ce n'est pas une tendance technologique. C'est une réponse à une contrainte structurelle. Et elle va progressivement redéfinir les coûts de production à échelle mondiale. Troisième signal, la trajectoire africaine. L'Afrique concentrera une part croissante des naissances et de la population mondiale dans les prochaines décennies. Si votre organisation n'a pas encore de réflexion sur cette géographie, comme marché, comme réserve de main-d'œuvre ou comme partenaire industriel, vous risquez de manquer un basculement qui prendra 20 ans à devenir pleinement visible, mais qui est déjà en cours. La question à poser à votre organisation, avons-nous cartographié l'exposition de notre chaîne de valeur au vieillissement démographique dans nos marchés principaux? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Un abonnement, un like et un commentaire aident la chaîne à se développer. Et comme chaque semaine, ne suivez pas les tendances, maîtrisez-les.